Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Margot Ilona Loutouche, avec qui nous allons parler du sujet de l'ambition féminine. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais faire un fémage tout particulier à Aline Bartoli, la fondatrice de The Baby Boost, car c'est grâce à son séminaire Le Bichot que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon invité du jour. Et du coup, je te laisse te présenter, Margot Ilona, de la manière dont tu le souhaites. Merci. Bah écoute, j'ai envie de remercier aussi Aline quand même. Donc, je suis très contente d'avoir fait ta connaissance pendant ce bichot. Et du coup, je me présente. Moi, je suis du coup en effet Margot Ilona Letouche. Je suis consultante en performance mentale. J'accompagne les femmes dans l'ambition féminine, justement. Mon slogan, c'est au cœur de l'égalité grâce à l'ambition féminine. Donc, c'est vraiment au cœur de mon entreprise. Je suis très contente que tu m'aies proposé ce podcast parce que pour moi, l'ambition féminine, elle va bien au-delà de ce qu'on peut entendre et de ce qu'on peut avoir derrière ce mot-là. Pour finir de me présenter, j'ai une entreprise qui a pour vocation d'accompagner les femmes entrepreneurs, mais aussi les femmes salariées. Et je pense que c'est important de rappeler aussi que l'ambition féminine n'est pas que pour les entrepreneurs et qu'en fait, l'ambition, elle est partout. Et ça me permet aussi, moi, d'aller plus loin dans cette ambition-là et dans l'envie des femmes d'aller plus loin. Et en fait, on parle également aussi, c'est pour ça que je parle d'égalité, je parle de mixité. Et je parle en fait d'un monde dans lequel j'ai envie qu'on ait cette mixité partout, puisqu'elle nous apporte énormément de choses. C'est hyper intéressant tout ce que tu nous dis. Je sens que ça va être un échange passionnant comme tous ceux que j'ai fait sur Matrimoine Féministe. Mais en fait, ce que j'aime bien faire en début d'épisode, c'est de définir les mots-clés pour les personnes qui nous écoutent. Comme ça, elles peuvent partir avec un niveau de connaissance parfait. En tout cas pour commencer l'épisode. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous définisses l'ambition et l'ambition féminine pour commencer ce podcast. Parfait. Alors, l'ambition, déjà, tout simplement, c'est la volonté de réussir. Avoir envie de réussir, avoir envie d'atteindre ses rêves, avoir envie de réussir dans sa vie pro comme dans sa vie perso. Bref, c'est très global, très large comme thématique. Et l'ambition féminine, c'est assez marrant parce qu'en fait, on n'est plus sur une volonté, on n'est plus sur l'envie, on est sur la perception du monde et la perception que les femmes ont de la réussite. Et je pense que c'est là où vraiment on se rend compte qu'il y a une vraie différence entre l'ambition masculine et l'ambition féminine, parce que pour un homme, c'est normal d'être ambitieux, alors que pour une femme, quand elle est ambitieuse, finalement, en fait, elle est déjà en train d'attendre autre chose d'elle. Elle est dans l'attente de faire plus. Et c'est là la grande différence. C'est cette perception-là d'attente d'une femme. Et c'est très souvent le cas, puisqu'en fait, on parle aussi d'attente, par exemple, sur les charges domestiques, sur les charges de ménage, sur les charges des enfants, sur les charges de la famille. En fait, l'attente de la femme, elle est toujours vraiment supérieure. Quand on parle d'ambition féminine ici, en fait, c'est un peu la même chose que ce qu'on pourrait voir sur les autres thématiques. C'est vraiment cette attente et cette perception de la réussite chez la femme. Et encore une fois, la vraie différence, ça va être, quand je parle de perception, y a vraiment cette notion de la vision, en fait, qu'on a derrière cette ambition féminine. Alors que quand on dit ambition masculine, en fait, c'est le même mot, c'est l'ambition. C'est à quel point il a envie de réussir, tu vois. Voilà, la vraie différence entre ces deux termes, ça va être vraiment cette notion de perception et cet ajout de perception sur le terme. Ouais, c'est très clair ce que tu nous dis. Et en fait, pendant que tu parlais, je pensais directement à un exemple. C'était une étude qui avait été menée, je sais plus là exactement les chiffres exacts, mais je mettrai en description parce que je trouve ça important de tout sourcer. Et en fait, c'était quand une femme et un homme postulent à une offre d'emploi. Je sais plus exactement les chiffres exacts, mais en gros, je crois que l'homme, il va attendre de remplir, je sais pas, 40% de l'offre d'emploi pour pouvoir postuler, alors que la femme, elle va attendre peut-être de 70-80%, elle attend d'être experte, d'être perfectionniste de fou, alors que il y a pas, enfin comment dire, alors que le principe même des offres d'emploi, c'est après de pouvoir te former par la suite. Bon, après ça dépend des entreprises bien évidemment, mais c'est normal de pas pouvoir remplir tous les critères. Mais c'est vrai que les femmes, elles ont tendance à vouloir tout cocher parce que on nous a éduqués ainsi. Ça me fait penser à pas mal de choses, toutes les croyances qu'on peut avoir. Enfin, tu dis que c'est vrai.
dans la société actuelle, l'ambition masculine, bah c'est l'ambition, et surtout que les petits garçons ils sont sociabilisés à je sais pas à faire des jeux d'aventuriers, à ce genre de choses, alors que la femme, enfin les petites filles, elles sont plus sensibilisées à être belles, à jouer à la poupée. Enfin, chacun est libre de jouer à ce qu'il entend, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que on instaure des stéréotypes, et je pense que la petite fille ou le petit garçon, c'est bien de lui laisser le choix. Après, si ils veulent se diriger vers des poupées ou des jeux d'aventure, bah c'est bien. Mais leur laisser le choix pour montrer que tout est possible, ça, je pense que c'est mieux. Ouais, totalement. Moi, j'avais 50-80. 50% de la fiche de poste et 80%, on verra dans les sources que tu auras trouvées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle est significative. Aussi, ce qui est sûr, c'est que derrière, ce que ça montre, c'est cette idée que la femme s'attend à être parfaite pour faire quelque chose. Et donc, évidemment, ça a des répercussions sur son ambition. Parce que avoir de l'ambition, c'est aussi faire des choses, prendre des risques et faire des choses alors qu'on n'est pas prête, par exemple. Faire des choses alors que on a peur d'échouer. C'est aussi échouer, l'ambition. Il y a une énorme partie d'échec quand on parle d'ambition, en général. Et du coup, évidemment, dans l'ambition féminine, cette partie d'échec, cette partie de je ne suis pas parfaite et je ne vais pas faire les choses de manière parfaite parce que mon goal, il va au-delà de la perfection et de la recherche de la perfection. Il va très souvent quand je parle d'ambition, en fait, on parle d'impact derrière. Les femmes que j'accompagne, elles ont envie d'impacter le monde. Elles ont envie. Là, je parle avec une femme que j'accompagne qui a une boîte sur les vêtements pour les femmes curvy et vraiment, elle a un impact à jouer. Elle a envie de créer cet impact-là. Et quand tu as envie d'avoir cet impact-là, l'ambition que tu vas avoir pour créer ça, tu dois enlever en fait toute cette notion de peur de l'échec, d'avoir envie d'être toujours parfaite, d'avoir toujours envie d'être prête. Parce que quand tu parles de l'offre d'emploi, c'est d'être prête pour le poste tout de suite. Personne n'est prêt pour un poste quand il prend un poste. Tout le monde a besoin d'être formé, tout le monde a besoin de créer quelque chose. Plus ou moins long, d'accord? Mais personne n'est prêt. Parce que quoi qu'il arrive, c'est un nouvel environnement. Quoi qu'il arrive, il y a de nouvelles choses qui vont t'arriver. Quoi qu'il arrive, tu dois t'adapter, tu vois. Donc, tellement aligné avec cette stat, tellement important. Il y a une autre stat aussi, je te donnerai les sources. Il y a une autre stat qui dit que 77% des femmes pensent que l'ambition féminine est encore tabou. Ok. Alors, elle n'est pas toute récente, je crois qu'elle date de 2020, un truc comme ça, on regardera. Mais je suis persuadée que ça n'a pas beaucoup changé. Parce que vraiment, dans la manière dont la société crée les choses, dans la manière dont on voit les contenus encore sur Internet qui sont mis en avant, où les femmes finalement sont toujours remises à leur place, entre guillemets, parce qu'elles parlent trop et parce qu'elles prennent trop de place, il y a encore cette notion d'ambition féminine qui est taboue. Ouais, enfin, je suis totalement, encore une fois, alignée avec ce que tu dis. Ça me rappelle d'autres études que j'avais vues. Je crois que c'était dans les premières versions de ChatGPT. Je crois que c'était avec le collectif Jamais sans elle, la source. Et en fait, c'était la preuve que c'est quand même un problème aussi de société structurelle, parce que l'intelligence artificielle se nourrit avec ce qu'il trouve sur le net. Et en fait, quand on lui demandait de faire c'était écrit en anglais, donc en anglais il n'y a pas le genre qui peut être influencé. Et par exemple, on demandait un PDG et ChatGPT, il sortait des hommes blancs en cravate, costume. On demandait des secrétaires, il y avait que des nanas qui sortaient, et aussi très stéréotypées, des blondes à lunettes, habillées de façon sexy, mais avec le décolleté qui va avec, ouais. Mais en fait, derrière tout ça, on revoit le stéréotype, il n'est pas présent que dans notre tête. Le stéréotype, il est partout, tout le temps. Et c'est pareil sur ce stéréotype de l'ambition féminine versus l'ambition masculine ou l'ambition tout court. C'est que le stéréotype, il est dans notre quotidien. Et je parle beaucoup de rivalité, j'en parlerai aussi, je pense, évidemment, parce que ça sera lié. Mais là, il y a un vrai point sur ce qu'on nous a inculqué par rapport à être rival à une femme versus ce que les hommes, on leur a inculqué. Et bien, ce stéréotype-là, il est dans les contes. Et les contes, ils sont où? Ils sont sur le web aussi. Les images des contes, elles sont sur le web aussi. Et bref, tout ce on fait croire que l'IA c'est quelque chose de nouveau et qui fait que il s'inspire que des choses nouvelles. Non, il s'inspire de tout ce qu'il y a sur le web, de tout ce qu'il y a, ce qu'on lui a inculqué nous. Et ce qu'on lui a inculqué, il y a encore énormément de stéréotypes dans tout ce qu'il y a sur le web. Et il y en a peut-être même encore plus qu'avant, parce qu'aujourd'hui, la parole est ouverte à n'importe qui parce qu'on est derrière un écran. Mais tellement, mais c'est marrant par rapport à ce que tu dis avec la rivalité. En fait, justement, il y aura un épisode de podcast sur Matrimoine féministe sur la sororité, qui est l'exact opposé de la rivalité. Et je pense vraiment que le monde se porterait tellement mieux. Enfin, même sororité, adelphité, pour que tout le monde puisse rejoindre la lutte. Et,
faire des réseaux féminins, je pense que c'est aussi important parce que, bah, comment dire, c'est important d'être avec des femmes qui ont vécu les mêmes problématiques que soi et que de se sentir libre de pouvoir dire tout ce qu'on a sur le cœur, parce que je sais pas, il y a aussi des statistiques qui avaient montré, enfin, ça épisode avec pas mal de statistiques, c'est vrai. Il y avait des statistiques qui montraient que dans un groupe de femmes, c'est sûr que les femmes elles se sentaient beaucoup plus à l'aise pour dire leurs idées qu'avec un groupe avec des hommes où en fait elles avaient forcément mais elles avaient peur d'être jugées, d'être remises en question, de pas être considérées, et du coup en fait ça les incitait pas forcément à prendre la parole, surtout qu'il peut y avoir des hommes qui occupent vraiment tout l'espace. Après bien sûr je fais des généralités, c'est pas le cas de tout le monde, fort heureusement, et que la société elle évolue, mais c'est vrai que ça me fait penser à ça. Et pareil, oui, tu parlais des contes, et oui, ça fait penser direct Blanche-Neige et la méchante reine, ou même Réponse avec la mère Gotham. Enfin, après c'est vrai aussi Disney. Disney aussi fait des évolutions, mais oui, il y a beaucoup de choses, quoi. Tous les contes qu'on a, en tout cas moi j'ai 28 ans, tous les contes que j'ai de mon enfance, il y a toujours une femme qui est envers qui la héros doit être contre, ou en tout cas qui est contre la héros. Et il y a un vrai souci aussi, c'est que comme ça a toujours été ce qu'on nous a proposé, évidemment que derrière c'est ce qu'on va aller chercher. On va chercher l'habitude, on va chercher ce qu'on connaît déjà. Hein. Il y a plein de biais de confirmation, tout ça. Enfin, les biais cognitifs c'est passionnant, donc si jamais vous voulez aller les voir, allez les voir. C'est passionnant, il y en a, je sais pas combien, il y en a énormément. Mais en tout cas, il y en a plein qui nous prouvent que oui, en fait, au quotidien, il y aura des choses que tu vas faire qui vont aller à l'encontre de ce qui est bon pour toi et de ce qui pourrait t'aider parce que c'est habituel, parce que tu penses déjà que c'est ça, donc tu préfères quelque chose qui acquiesce que tu penses déjà plutôt que quelque chose qui va à l'encontre. Bref, il y a plein de biais comme ça dans ta tête qui vont t'empêcher d'aller vers quelque chose de plus beau. Et pour en revenir au thème là de l'ambition féminine, par rapport à ça, il y a énormément de choses qui vont te faire aller contre certaines personnes parce que tu vas penser qu'elles sont concurrentes, parce que tu vas penser qu'elles vont te piquer la place, qu'elles vont te piquer tes idées, etc. Alors même que c'est peut-être par cette porte-là que tu vas aller plus loin. Je prends un exemple. Tout à l'heure, j'étais en call avec une femme extraordinaire qui crée un conseil RH, un cabinet en conseil RH, pardon, et qui le crée pour les femmes, pour les talents féminins, pour les coacher, pour potentiellement aussi des reconversions, etc., pour qu'ensuite elles puissent atteindre des postes dans la tech, mais également des postes à haute responsabilité. Et quand on en parle, et quand je te dis son texte comme ça, et son pitch comme ça, évidemment que tout de suite, je me dis, on fait la même chose. On apporte la même chose à la société. Et ben j'ai parlé avec elle, on n'apporte pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, elle est au niveau du recrutement et elle est là pour créer de nouveaux talents à amener aux entreprises. Et moi, je suis là pour amplifier, faire incarner l'ambition dans les talents qui sont déjà existants. Et c'est là où, en fait, si tu vas pas plus loin, si tu cherches pas plus loin, si tu creuses pas dans ces relations, et si tu te dis pas, elle, c'est ma sœur, elle est pas concurrente avec moi, parce qu'en fait, on est deux personnes différentes et que même si on fait la même chose, en fait, on fait deux choses différentes, quoi qu'il arrive, bah, en fait, tu vas pas aller chercher dans cette profondeur-là. Et donc, tu vas empiéter sur ton ambition. Parce que du coup, tu vas pas lui parler. Et du coup, la fois où elle aura mis, je sais pas moi, 5, 10, 20 personnes dans une entreprise, elle pensera pas à toi pour la suite et pour les garder et pour que l'entreprise, elle puisse garder cette ambition dans ses femmes, alors qu'elle, elle aura fait tout le taf. Tu vois? Et il y a vraiment cette notion dans l'ambition, tu as besoin des autres, quoi qu'il arrive, et les hommes, ils l'ont bien compris. Et nous, les femmes, on doit le comprendre aussi. Donc j'ai hâte d'entendre ton épisode sur la sororité. En tout cas, encore une fois, je suis tellement en phase. Je vais répondre de façon un peu chronologique parce que j'aime bien ça, parce que je prends toujours des notes pour mes épisodes parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais en gros, ce que j'avais envie de dire, c'est que du coup, je parlais de biais de confirmation et ça me fait direct penser aux réseaux sociaux où du coup, je trouve que c'est un peu dommage parce que, à part des algorithmes comme TikTok qui potentiellement peuvent te proposer de temps à autre des choses que tu n'as pas l'habitude de consommer, mais en général, sur les réseaux sociaux, tu consommes un type de contenu, t'as que ce type de contenu-là, et du coup, ça peut être, on va dire, ça peut être bien si c'est du contenu qui est là pour t'élever, etc. Mais ça peut être pas bien non plus si ça va être du contenu que je juge dangereux dans le sens où les propos peuvent être racistes, sexisme, tout ce que tu veux, et que il y a une vraie amplification de ces sujets-là, c'est sûr. Mais moi, je pars vraiment du principe qu'entre êtres humains, on a toutes et tous des choses à s'apporter, même si on est différents. Et que en fait il faudrait apprendre à valoriser cette différence. Et pareil, ça revient aussi à ce que tu disais par rapport à la concurrence entre guillemets. Moi je suis d'accord avec toi, la concurrence
n'existe pas en tant que tel parce qu'on a sa propre voix, sa propre façon de faire les choses, de de faire des offres, d'impacter, on a sa propre personnalité, on a son propre cheminement de pensée, sa propre expérience et on met souvent sa propre expérience au service de son chemin et le gâteau, s'il est trop petit, ben on en fait un autre quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et il est rarement trop petit. En vrai, plus je parle avec des femmes, plus je me rends compte que le gâteau, il est trop petit dans leur tête. Il est pas trop petit. Très rarement, le marché est trop petit. Très rarement, la cible est exactement la même. Très rarement, ce qu'elles apportent est exactement la même chose. C'est hyper, enfin, d'ailleurs là, je te dis c'est rare. Non, ça n'existe pas en fait. Dans toutes les femmes que j'ai accompagné une centaine de personnes. Dans toutes ces personnes-là, ça n'a jamais été le cas. Quand ils m'ont apporté un compte qui était concurrent, ils n'étaient pas concurrents en fait. Tu vois? Donc, aligné à 200%. Et vraiment, il faut enlever en fait cette épine un peu qu'on garde dans le pied et qui nous empêche justement l'audace et de passer à l'action. C'est vrai qu'on est toutes et tous très complémentaires et du coup tu parles d'audace et du coup je me dis que ça peut être assez intéressant que tu nous définisses ce que c'est l'audace et après potentiellement aussi parler parce que c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup sur le fait que il y a aussi une injonction à être audacieuse parce que on peut avoir des comment dire, des personnes qui disent bah vas-y ose, vas-y fonce et en fait je me dis on peut pas forcément oser en fonction de notre cheminement intérieur, il faut qu'il ait une certaine maturité pour pouvoir oser et par exemple je sais pas la prospection commerciale si tu t'es pas enfin ça dépend des gens bien évidemment mais moi par exemple si j'avais pas été formée par exemple par mes collègues parce que je suis encore salariée à côté hein, si j'étais pas formée par mes collègues pour faire de la prospection bah j'aurais peut-être procrastiné encore plus longtemps pour m'y mettre, je me serais peut-être dit j'y arriverai jamais et tout alors qu'au finalement c'est juste de l'apprentissage et un cheminement de pensée qui fait qu'à un moment donné bah tu te sens prête quoi. Ouais. J'adore. Alors, premier point, tu m'as dit que de définir l'audace. Alors, l'audace, très simple, c'est le fait d'oser. C'est le fait de sortir de sa zone de confort et d'oser. Ok, c'est super simple. Ça paraît en tout cas super simple. Par contre, dans la pratique, c'est hyper compliqué parce que sortir de sa zone de confort, c'est passer de la zone de confort à la zone de peur. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu sors de ta zone de confort, le premier réflexe de l'inconscient, c'est de flipper. C'est de se dire, oh my god, où est-ce qu'elle m'emmène? Elle, on va se diriger vers une zone de danger, je ne suis pas prêt. SOS, et tu t'imagines tous les pimpons dans ta tête, les gyrophares rouges, etc. Et rien ne va plus, SOS, zone de danger. Donc évidemment, oser, c'est dur, parce que tu dois faire face à ces fameux gyrophares rouges. Donc oui, oser, ça demande il y a de la difficulté de 1 et ça demande du courage de 2. Oser, c'est aussi oser au bon moment. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne les femmes, la première chose que je leur dis, c'est pas vas-y, va prospecter 15 personnes, tu vois. La première chose que je leur dis, c'est ok, c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi ta vision. Parce qu'en fait, tu vas vouloir oser faire certaines choses parce que tu auras compris pourquoi tu as envie d'être ambitieuse. Parce que tu auras compris ce vers quoi l'ambition, elle va t'apporter. Et donc, à partir de ce moment-là, tu vas faire un petit peu plus taire les voix dans ta tête qui disent SOS zone de danger, SOS zone de danger. Et tu vas faire parler davantage ta petite voix dans ta tête qui dit tu fais ça pour une bonne chose. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Tu fais ça parce que telle personne. Tu fais ça parce que tu veux aider telle personne. Ça devient 1, 2, 3. Oser, ça devient de plus en plus facile. Parce que quand tu veux oser et que tu sais pourquoi tu le fais, et que tu sais pourquoi tu veux être ambitieuse, et que tu sais l'objectif de ce qui te fait flipper là à l'instant T, et ben en fait, ça devient hyper facile, hyper fluide. Et même si tu as peur, en fait, t'agis. Même si tu as peur, en fait, tu le fais. Et tu parlais tout à l'heure qu'il y a des injonctions autour de oser, oser, oser. Euh, alors, plus ou moins d'accord peut-être. Il y a un fait que je trouve intéressant là-dedans, c'est que oser, si c'est pas en lien et aligné avec ta vision et avec ta mission de vie, en fait, ça ne te servira à rien. Donc oui, peut-être qu'il y a une injonction qui fait que ça va bien, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ça ne te servira à rien. Et moi, je suis très, tu vas droit au but et on enlève un petit peu ce qui te sert à rien. On enlève les pensées négatives, par exemple, qui te servent à rien. On enlève les croyances limitantes qui te servent à rien. On enlève un maximum de choses qui te servent à rien, tu vois. Et donc, dans l'audace, enlève les choses où tu dis, ben là, je dois oser, ça va m'aider. Et en fait, pas du tout. Quand tu te rends compte que tu as osé quelque chose, que ça t'a servi à rien, plus que, bon, ouais, tu as parlé avec quelqu'un qui était intéressant et encore, oublie. Et va oser autre chose. Peut-être même va oser plus grand.
Va oser un truc qui te fait encore plus peur. Peut-être que du coup, ça te sert à rien parce que c'est trop petit. Et parce qu'en fait, oui, tu as osé, ça t'a mis dans une zone d'inconfort, mais au final, elle t'a pas été intéressante. C'est intéressant les 4 étapes de zone là. C'est zone d'inconfort, zone de confort, zone de peur, zone d'apprentissage et zone de croissance. Pourquoi on a ces 4 zones-là? Parce qu'en fait, plus tu avances, plus tu te rendras compte que d'oser et d'avoir de l'audace, etc., en fait, ça deviendra de plus en plus naturel. C'est pour ça que je dis très souvent, soyez confortable avec l'inconfort. Ressentez-vous à l'aise avec l'inconfort. Donc, avec l'audace et avec oser. Donc oui, oser des choses. Oui, oser parler quand on vous a pas proposé la parole. Oser lever la main alors que vous n'avez pas de questions. OK? Et ça m'arrive souvent, hein. Je lève la main parce qu'on m'a a des questions. Je lève la main, j'ai aucune question, aucune idée. Le thème, je suis même pas sûre. Et pourtant, je lève la main parce que je sais qu'à ce moment-là, mon cerveau va me donner une question. Parce que tout le monde me regarde. Donc évidemment que je vais poser une question. Et au pire des cas, je vais peut-être pas poser une question, mais je vais dire bravo et je vais donner un compliment à la personne qui a parlé. Et je vais dire vraiment, c'est génial ce que tu as proposé parce que moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Voilà, c'est tout. J'avais pas de questions, mais c'est tout. Et en fait, ça m'a mis sur le spotlight. Et ça m'a mis dans une situation d'oser. Alors que c'est pas grand-chose, tu vois. Donc, ouais, je suis d'accord, mais attention à cette injonction-là de pas la mettre au mauvais endroit, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas l'injonction d'oser, c'est vraiment l'injonction d'oser pour les mauvaises raisons. Ouais, non, c'est très clair. C'est vrai que j'aurais plein de questions par rapport à ce que tu me dis, parce que je suis tellement en phase avec tout ça, hein, parce que c'est quelque chose qui me parle personnellement, professionnellement parlant. Donc, c'est une belle synergie qu'on a là. Du coup, j'aimerais bien peut-être que tu nous définisses... Enfin, je te pose plusieurs questions, hein, et tu réponds dans suite que tu veux. Mais vu que voilà, c'est un podcast féminisme éducatif, c'est important de définir les termes. Du coup, tu parlais de croyances limitantes, donc si tu pouvais nous expliquer ce que c'était. Pareil, le mindset de croissance, parce que ça va un peu avec ce que tu nous déroulais avec les différents types de zones. Et après, autre question, comment on fait aussi pour mieux se connaître et être aligné avec soi? Ouais. Alors, croyances limitantes déjà, c'est des croyances, donc ça veut dire que c'est des pensées que tu as à l'intérieur de toi qui t'empêchent d'atteindre un objectif, qui t'empêchent d'aller au niveau supérieur, par exemple. Je te donne un exemple de croyance limitante, c'est: «Je suis trop vieille pour lancer ma boîte», par exemple. En fait, on se rend bien compte, quand on réfléchit, quand on creuse un peu le sujet, personne n'est trop vieux pour lancer sa boîte. Il y a des personnes qui ont lancé leur boîte à 80 ans. Donc si tu as 40 ans, tu es carrément très jeune pour lancer ta boîte par rapport à cette personne. Donc, c'est ces croyances-là. Le but dans le développement personnel et dans la performance mentale, c'est d'aller chercher un maximum ces croyances limitantes pour les briser et pour les remplacer à des croyances aidantes. Par exemple, je suis assez jeune pour créer mon business. Ça serait la croyance aidante qui serait en lien avec cet exemple de croyance limitante. Ensuite, tu m'as parlé de grosse mindset, de croissance. Le mindset de croissance, il est tout le temps mis en face du fixed mindset. Est-ce que tu l'as en français? J'avoue que je n'ai pas du tout mindset d'abondance. De pénurie, peut-être? De Je suis pas sûre. pénurie peut-être, ouais, on verra. En tout cas, c'est le fixed mindset en anglais. Et le fixed mindset, c'est vraiment d'avoir un mindset dans lequel tu t'imagines que tu peux pas faire plus, que tu es déjà assez, entre guillemets, mais sans trop penser que tu es assez, parce qu'en fait, tu t'imagines que la croissance, elle n'est pas possible pour toi, en fait. Tu restes vraiment dans mon petit confort, ma petite vie ma petite vie de base. Le mindset de croissance, c'est que tu t'imagines que tu as toujours quelque chose à apprendre, que tu as toujours quelque chose à aller chercher de plus enrichissant et de plus intéressant. Attention, parce que le biais du growth mindset, c'est de toujours, toujours, toujours penser que ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas assez. Et c'est pour ça que dans le fixed mindset, je dis t'es assez, parce que oui, dans le fixed mindset, il y a un côté un petit peu de ça y est, c'est bon, j'ai pas besoin de plus, d'accord? Mais par contre, c'est pas le positif de je suis assez, c'est pas la gratitude dans le je suis assez. Donc attention, dans le growth mindset, il y a aussi cette notion de gratitude que tu dois avoir, être reconnaissant de ce que tu as aujourd'hui, reconnaissant de ton présent, mais de toujours te dire qu'est-ce que c'est beau et enrichissant d'apprendre toujours plus. Qu'est-ce que c'est intéressant je sais pas moi, d'avoir une nouvelle compétence, de parler avec de nouvelles personnes et d'avoir cette idée que pour moi, dans mon quotidien, j'ai toujours quelque chose à apprendre et ça m'enrichira tout le temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu vois? Donc voilà, la différence un peu entre ces deux-là. Et tu m'as demandé une dernière définition tout à l'heure. Hem, C'était les seules définitions que je te donnais, mais c'est vrai que j'en ai pensé à une aussi à l'instant, c'est aussi nous définir le syndrome de l'imposteur, parce que je trouve que ça va aussi complètement avec tout ce qu'on a commencé à évoquer. Ouais, alors avec l'ambition évidemment, hein, le syndrome de l'imposteur revient tout le temps. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est ne pas se sentir légitime par rapport à quelque chose,
alors qu'on l'est. D'accord? On peut ne pas se sentir légitime, comme tu l'as dit tout à l'heure sur la prospection. Tu connaissais pas la prospection, évidemment que c'est normal que tu te sentes pas légitime à faire de la prospection demain. D'accord? Bien évidemment, si quand tu apprends et que tu as voilà, les compétences, etc., et que là, tu te sens pas légitime, là, on parle du syndrome de l'imposteur. D'accord? Donc, c'est j'ai les compétences, je suis capable de faire les choses. Par contre, j'ai l'impression, et donc dans ma tête, ma croyance limitante, c'est que je ne suis pas assez et que je n'ai pas la légitimité pour parler de ça, pour faire cette tâche-là. Ok? Ça arrive très souvent en entrepreneuriat, mais ça arrive aussi beaucoup en entreprise. Quand on parle d'ambition féminine et quand on parle des postes à haute responsabilité en entreprise, il y a un énorme souci de syndrome de l'imposteur parce qu'il y a peu de rôle modèle en haut et donc elles se disent je ne suis pas légitime parce que je suis une femme, pas par rapport à mes compétences, mais par rapport à mon genre. Mmh. Ouais, c'est hyper important ce que tu nous dis et du coup, bah, je reboucle avec les 2 questions que je t'avais posées par la suite, parce que ça fait aussi complètement sens avec le syndrome de l'imposteur. Parce que je pense aussi que après c'est ma vision personnelle des choses, hein, mais je pense que le syndrome de l'imposteur, hem, les femmes ou les hommes, parce que ça peut toucher tout le monde, le ressentent parce que je pense aussi c'est une méconnaissance intérieure parce que tu te vois pas à ta juste valeur et je pense que c'est parce que tu ne te connais pas assez et du coup, ma question, c'est comment on fait pour apprendre à mieux se connaître et être mieux aligné avec soi-même? Déjà, savoir ce que c'est que la connaissance de soi, ok? La conscience de soi. La connaissance de soi, c'est prendre un temps et se poser des questions. Mais c'est pas juste se poser des questions sur un petit, je sais pas moi, tu fais une masterclass et il y a 3 questions qui sont posées et tu te réfléchis 3 secondes à la réponse et puis tu continues d'écouter la masterclass. Non, la connaissance de soi, c'est vraiment se poser, se reconnecter à soi. Parce qu'en fait, dans connaissance de soi, il y a toute une partie de conscience de soi. On ne peut pas se connaître si on n'a pas conscience de son soi intérieur, de son moi intérieur. Ok? Donc, pour être ambitieuse en tant que femme, on doit aussi faire un tri aussi par rapport au regard des autres. Ok? Pour se connaître mieux soi, on doit se détacher du regard des autres. Ça, c'est un gros problème et c'est quelque chose qui est très difficile. C'est quelque chose qui demande aussi du temps parce que la société, elle nous a toujours, regarde, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, avec Instagram par exemple, la société, elle nous a toujours poussé à nous comparer, toujours poussé à répondre au regard des autres, etc. Donc il y a un vrai besoin au début, avant même de rentrer dans ces questions-là, d'éliminer cette idée du regard de l'autre et de se dire, ok, là, je réponds pour moi et moi seule aux questions. Je réponds pas pour le montrer à mon copain, pour le partager à mes copines, etc. Parce que de fait, il y aura un biais dans tes réponses si tu t'imagines le partager. Donc, quand on essaie de mieux se connaître, le premier point, c'est d'être soi avec soi. Partagez vos questions, partagez pas vos réponses. Ça, c'est hyper important. Et après, quand tu auras pris conscience et que tu seras contente et que tu te sentiras mieux par rapport à toi, par rapport à qui tu es, etc., tu auras fait ce travail sur le regard des autres, etc., bien évidemment, partage tes réponses, etc. Mais le début, s'il te plaît, partage pas tes réponses parce qu'il y aura un biais très, très fort sur cette partie-là. Donc, voilà, c'est très important de faire ce travail sur le regard des autres. L'autre point, c'est l'alignement. Je parle beaucoup d'alignement dans mes accompagnements. Pourquoi? Parce que quand on parle d'alignement, être aligné, finalement, c'est se reconnecter à soi. Être aligné, c'est faire ce chemin. C'est pas un but, hein. L'alignement, c'est pas un but, hein. C'est pareil que le bonheur, hein. C'est pas un but, c'est un chemin petit à petit. Donc, l'alignement, c'est vraiment s'écouter. Prendre le temps de se reconnecter à ses sens. Prendre le temps de respirer. Okay, et faire cet alignement-là et se questionner sur cet alignement-là. Où est-ce que je me sens bien? Où est-ce que je me sens pas bien? Et ensuite, j'essaye de faire le réalignement. Cet alignement-là, ça te permet aussi de te poser des questions sur différents domaines de ta vie. Dans quel domaine je me sens alignée déjà? Donc, je me sens bien, je me sens sereine. Et dans quel domaine de ma vie je me sens pas bien? Pourquoi on se pose cette question? Pour se connaître, pour savoir si c'est en lien avec qui on est ou pas. Et donc, par rapport à chacun de ces domaines, est-ce que ça répond à qui je suis? Est-ce que ça répond à mes besoins? Parce que se connaître, c'est aussi connaître ses besoins. C'est aussi savoir ce dont on a besoin, nous, pour réellement créer quelque chose, grandir, parce que je reviens à l'ambition. Pourquoi mieux se connaître? Pourquoi être mieux aligné avec soi-même? Bah parce qu'on a envie de créer quelque chose de dingue, on a envie de créer quelque chose de beau, on a envie de partir de ce monde en ayant créé quelque chose, et pas en ayant été juste présent, simplement là. On veut avoir créé quelque chose. On veut partir en ayant vécu, en ayant
donner aux autres cette intention, donner aux autres cette envie, impacter le monde, j'en sais rien. Je reprends celle qui fait les vêtements pour les femmes curvy. Elle partira en ayant impacté le monde, quoi qu'il arrive. Parce qu'elle a cette ambition de vie, elle a cette ambition d'impacter les choses. Et donc, plus tu vas chercher cet alignement, plus tu vas chercher à te connaître. Bon, on en revient au regard des autres. Moins le regard des autres, il aura un problème pour toi. Parce que tu te connecteras et que tu te diras, bon, ça c'est bon, c'est en dehors de ce que je suis. Il n'y a pas de problème, ça n'a pas ou peu d'impact. Mais aussi parce que dans ton ambition, plus tu vas te connaître, plus ça sera facile pour toi de créer cette croyance de toi. Je parle beaucoup de croyance en soi et pas de confiance en soi. Parce que pour moi, la croyance en soi, elle est vraiment intérieure. Et elle est réelle. Tu peux pas faire semblant. Moi, j'ai fait très longtemps semblant d'avoir confiance en moi. Hein. Je fais très longtemps semblant d'avoir le torse bombé, de parler fort, de prendre beaucoup de place, etc. Et pourtant, à l'intérieur de moi, je croyais pas du tout en moi. Je croyais pas du tout en mes rêves. Je croyais pas du tout que j'allais réussir à faire telle ou telle chose. J'avais vécu beaucoup d'épreuves, etc. Donc, je n'étais pas sûre du tout de moi. Et pourtant, tu demandes à n'importe qui me connaissait à ce moment-là, il te dirait, elle a confiance en elle de fou, cette femme. Alors que pas du tout. Alors que la croyance en soi, ça ne se fake pas. On ne peut pas faire semblant. Et ça, c'est hyper important. Quand on dit mieux se connaître, c'est qu'à partir du moment où tu te connais et où tu sais quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, comment est-ce que j'avance dans la vie, quels sont les domaines qui me permettent de remplir tel ou tel besoin et les domaines qui sont un petit peu mes domaines de thrive et de difficulté, tu vois. Et bien à ce moment-là, la croyance en toi, elle est dupliquée, elle est multipliée, elle est grandie, réellement. Waouh, je suis tellement en phase avec tout ce que tu me dis. Enfin, c'est exactement ce que je pense et tu le matérialises avec des mots de la meilleure des façons. Donc, merci pour ça. Je trouve ça toujours vraiment d'une beauté, les discours qu'on peut avoir sur matrimoine féministe. Et du coup, c'est marrant parce que j'apprends des termes avec toi, croyance aidante, que j'avais noté tout à l'heure, croyance en soi. Et c'est vrai que ouais, ça fait vraiment sens par rapport à tout ce que tu me dis. Et pour rebondir un peu sur ce que tu nous disais, c'est vrai que pour à poser les bases d'une bonne croyance en soi, déjà c'est important de poser ses limites, de reconnaître ce qui te prend de l'énergie et ce qui t'en donne pour un meilleur alignement. Et surtout que j'ai l'impression dans notre société actuelle, et c'est normal parce que de nos jours, on essaye d'avoir du sens dans ce qu'on fait, on essaye de choisir des entreprises avec impact ou alors faire l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une façon fabuleuse d'apprendre à se connaître parce que c'est toi qui poses les règles du jeu, quoi. Donc je trouve ça magnifique. Grave, grave, c'est magnifique. L'entrepreneuriat, c'est magnifique. L'entrepreneuriat, c'est aussi un chemin de développement personnel. Bien évidemment que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'option, il y a pas d'option placard, il n'y a pas d'option où je suis tranquille, il n'y a pas d'option un petit peu, on m'a mis de côté et du coup, il y a plus d'impact. T'es obligé continuellement d'aller chercher quelque chose. Après, l'entrepreneuriat, c'est hyper large. En vrai, il y a énormément de possibilités d'être entrepreneur. Et je pense qu'il y a aussi cette notion de la vie d'un entrepreneur, qu'est-ce que c'est? En fait, on n'est pas capable de le dire. Parce qu'en fait, il y a tellement d'entrepreneurs différents. Il y a des entrepreneurs aussi qui vont dépendre de leur entreprise, de leur ancienne entreprise. Ils vont se mettre à leur compte, mais en fait, ils sont toujours dépendants de leur entreprise. Voilà, c'est une manière d'être entrepreneur. Il y en a, ils vont être entrepreneurs, mais en fait, de temps en temps, ils vont faire d'autres choses. Puis il y a les entrepreneurs aussi qui sont freelance, qui n'ont pas du tout la même manière de vivre l'entrepreneuriat. Il y a les start-upers. En fait, il y a tellement de possibilités d'être entrepreneur que je suis totalement d'accord avec toi. Chaque possibilité qui se cache en fait derrière ces changements de vie quand tu deviens entrepreneur, il y a une recherche de connaissance de soi, il y a une recherche de se challenger peut-être, tu vois. Ouais, non, complètement. Et moi, je vais encore refaire un fémage à Aline Bartoli parce que franchement, c'est grâce à sa formation, la BSB Academy, que j'en suis là actuellement parce que j'avoue que je connaissais rien du tout à l'entrepreneuriat et je suis d'accord, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'apprend. Et du coup, en fait, avec elle, parce qu'elle a une formation qui ouvre ses portes une fois par an. Bon, maintenant, on va changer un peu de business model, donc je ne sais pas ce que ça va être donné. Mais en fait, avec Aline, ce que j'ai appris, c'est l'organisation, comment définir ma cliente idéale, comment qu'est-ce qu'il y avait, définir une offre, le marketing, la communication, la prospection, enfin la vente, le customer care et le pilotage de l'entreprise, mais ça à 360 degrés. Et c'est grâce aussi à sa formation que j'ai rencontré mon webmaster actuel qui aussi, c'est lui qui monte et diffuse des épisodes de podcast. Donc en fait, l'entrepreneuriat,
c'est aussi beaucoup de rencontres, de belles rencontres qui te transforment, qui t'apprend, et c'est aussi grâce à Aline, encore une fois, que tu es avec nous aujourd'hui. Donc, je trouve ça bien, et je trouve ça tellement important d'être reconnaissante, gratitude par rapport à la vie, par rapport à ça. Et du coup, ça m'amène à la question, comment on fait pour cultiver la gratitude et également l'amour de soi, qui me semble un sujet important, parce que ça me fait penser, quand on parle d'amour de soi, en fait, j'ai envie de dire, c'est facile de s'aimer quand tu fais les choses comme il faut, mais c'est plus difficile de s'aimer quand tu as des difficultés. Et moi, je sais que j'avais traversé une période dans ma vie où tout était compliqué, et du coup, c'est très dur en fait de développer un amour inconditionnel. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, que je m'aime, que je fasse des trucs bien ou des trucs pas bien, que je réussisse ou que j'échoue. Je veux continuer à m'aimer de façon inconditionnelle, mais c'est quelque chose de pas évident, parce que l'amour de soi, ça a l'air d'être juste, bah tiens, tu te regardes dans la glace et tu dis ah, je suis belle, je suis forte, etc. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, quoi. Ouais, complètement. L'amour de soi, c'est au centre de la GloQuest par les cercles. Par les cercles, parce que entre femmes, on génère quelque chose de différent. Déjà, on a de l'ocytocine, qui est une hormone qui est générée beaucoup plus quand on est entre femmes, et qui diminue drastiquement à partir du moment où un homme rentre dans la pièce. C'est assez marrant, il y a des études là-dessus. Et donc, évidemment, les cercles apportent cet amour de soi, apportent cette connexion à son corps. On en revient, en fait, à la connaissance de soi et à être aligné. C'est se reconnecter à soi. D'accord? Cette connexion à qui on est, cette connexion à soi, à son corps, prendre le temps de se caresser, de se crémer, prendre le temps de se coiffer en conscience. Tous ces moments en conscience vont apporter vont cultiver cet amour de soi, vraiment. La conscience de son corps, elle est très importante, elle est très souvent oubliée. Et pourtant, elle a un impact énorme sur l'amour de soi. La conscience de ce que tu lui fais subir. Je sais que plus jeune, je portais toujours des vêtements qui étaient toujours très, très, très serrés, peu importe les moments de mon cycle. J'étais tout le temps dans les vêtements très, très serrés, parce que je voulais absolument montrer que j'avais une taille fine, parce qu'il fallait absolument avoir une taille fine. À ce moment-là, moi, j'ai fait du modélisme en plus jeune, donc tous les biais négatifs par rapport à ça, évidemment, derrière dans l'inconscience de son corps, puisque du coup, son corps devient un outil et n'est plus réellement le temple dans lequel on vit et dans lequel on va mourir. Et donc, on se détache complètement de cette partie de corps. Donc, réellement, se reconnecter. Se reconnecter en conscience. C'est aussi écrire, extérioriser peut-être les mots qu'on a reçus. Quand on est dans un métier dans lequel on veut avoir de l'ambition et de la visibilité, on va recevoir des mots qu'on n'aura pas forcément sollicité. On va recevoir des choses qui vont nous faire du mal aussi, sans qu'on le souhaite. On va recevoir des images, on va recevoir des messages, on va recevoir des articles, on va avoir des amitiés qui vont nous faire du mal alors qu'on n'aurait pas forcément cru. On va avoir des relations qui vont nous faire du mal, on va avoir des relations professionnelles qui vont peut-être nous aider à prospérer pendant un temps et puis finalement vont s'arrêter et qui vont nous faire du mal. À ces moments-là, et c'est hyper important d'extérioriser ces choses, de les écrire. D'accord? De les écrire, de les chanter, de les dire en voice sur ChatGPT ou j'en sais rien, ou sur WhatsApp, de le partager dans des soirées avec des amis peut-être. C'est hyper important d'extérioriser ces choses-là. Pourquoi? Parce que plus tu vas les garder, plus elles vont entraver l'amour que tu auras pour toi. J'aime beaucoup donner un exemple sur un petit exercice que je propose. Alors, il paraît très simple, il paraît très bête, mais il a fait beaucoup ses preuves. C'est l'exercice du miroir. Qu'est-ce que c'est l'exercice du miroir? C'est de se placer devant un miroir, évidemment, et d'essayer de prouver à quel point on a le pouvoir, en fait, sur ce qu'on regarde. Et le premier point, c'est déjà de se regarder soi-même dans le miroir. Prendre 5 minutes. Allez, si c'est trop dur, même 30 secondes. Et tu te regardes droit dans les yeux devant le miroir. Mais je peux t'assurer que beaucoup de femmes sont déstabilisées. Parce qu'en fait, on n'est pas habitué à se regarder. On n'est pas habitué à prendre le temps de regarder les choses, de regarder ses pupilles, de regarder la couleur de ses yeux, de regarder même son visage. Si on veut se détacher un peu des yeux, simplement de regarder son visage avec amour. Et de prendre le temps de s'aimer, tu vois. Et bien en fait, beaucoup de femmes pleurent. Donc à ce moment-là, tu peux pleurer. À ce moment-là, tu peux te sentir mal. À ce moment-là, il y a des mots de dégoût et de difficulté qui peuvent te venir en tête. C'est à ce moment-là où tu peux les sortir. Tu peux les écrire, tu peux les dire.
tout en disant tu n'es pas, tu vois, en disant l'opposé peut-être aussi pour essayer d'adoucir. Mais il faut les sortir, d'accord? Il faut les sortir absolument. Et, euh, et le mot je t'aime aussi, enfin la phrase je t'aime aussi. Quand tu es devant ce miroir-là, alors évidemment, peut-être que la première fois, tu n'arriveras pas à faire tout ça, hein. Peut-être la première fois, tu arriveras à une demi-seconde à te regarder dans les yeux et le reste ne marchera pas. Mais en tout cas, tu as vraiment ce besoin de reconscientiser ce qui se passe. De reconscientiser ce que tu as et ce que tu es en train de vivre, en fait, toi en toi, avec ton corps et avec ton amour de toi. Et du coup, la deuxième étape, donc toujours pareil devant ce miroir, mais par contre, avant de te mettre devant le miroir et de te regarder, tu fermes les yeux et tu penses à quelqu'un que tu aimes inconditionnellement. D'accord? À quelqu'un que tu aimes énormément. Parce que je suis un peu. Je sais pas, je crois pas trop aux amours inconditionnels. Euh, pareil pour l'amitié, pareil pour l'amour dans le couple. Je crois aux amours qui sont doux et qui sont puissants. L'amour inconditionnel, pour moi, il est rapide. Il dure pas. Moi, j'aime les amours qui sont doux et puissants, les amours que tu chéris, les amours sur lesquels tu prends soin. Et c'est une pratique quotidienne de l'amour. C'est une pratique quotidienne de un petit effort chaque jour de garder cette flamme de l'amour que tu as en toi. Et pour moi, c'est la même chose pour un couple ou pour l'amour que tu as pour toi personnellement. Et donc de se rappeler quelqu'un que t'aimes, ta mère, ton enfant, si t'as personne qui te vient en tête, un animal que t'adores, j'en sais rien, mais qui te génère de l'amour en toi. Et ensuite, regarde-toi. Parce qu'en fait, ce souvenir que tu auras de l'amour que tu as déjà vécu, il va s'associer à toi, de fait. Parce qu'en fait, il sera déjà présent dans ton corps et que tu te regarderas par la suite dans le miroir. C'est un exercice vraiment très, très beau, que tu nous recommandes et je recommande du coup aux personnes qui nous écoutent d'expérimenter, cet exercice du miroir et en fait, quand tu parlais de cet exercice, ça m'a tout de suite fait penser à parler à son enfant intérieur parce que quand on est petit, ouais, on n'a pas le même rapport, la même conscience des choses à soi. En fait, elle se construit avec la société en fonction des expériences de vie que tu peux mener. C'est sûr qu'un enfant qui a été harcelé, il va pas se construire de la même façon qu'un enfant qui ne l'a pas été. Et, et du coup, oui, c'est important de pouvoir recontextualiser tout ça et, et rassurer cet enfant intérieur potentiellement s'il avait vécu des difficultés en disant soit maintenant ça va mieux ou soit bah pour le moment ça va pas mieux mais c'est pas grave, je me donne à fond pour aller mieux ou là je me laisse du temps et après je reprendrai le chemin mais je ne t'oublie pas, je sais que tu es quelque part et que je me reconnecterai à toi pour que tu sois fier de moi. En fait, je pense que même on parlait avec les réseaux sociaux, la comparaison, je pense que la seule personne avec qui on peut se comparer, c'est son soi d'hier en fait. Ouais, complètement. La notion de comparaison, de toute façon, est très complexe hein, dans notre cerveau. Il y a plein de choses qui sont mises en, en face, en fait, de cette comparaison et qui vont ensuite être impactées. Quand tu parlais de l'enfant intérieur, je suis totalement d'accord. C'est hyper puissant. On en parle beaucoup aussi en PNL, voilà, de discuter avec lui, de prendre le temps de se re-questionner ouais, en fait, dans les questions, de les poser à son enfant intérieur. Il y a juste un point sur lequel je pense que beaucoup de gens oublient, et j'aime bien le remettre en place, c'est qu'on parle bien d'enfant intérieur, et ça veut dire que la personne que tu es aujourd'hui, c'est l'adulte. C'est la personne responsable. C'est la personne qui est censée la rassurer. Alors que très souvent, beaucoup de gens voilà, vont chercher un peu l'enfant intérieur, les difficultés qu'elles ont vécues, etc. Et elles vont l'utiliser comme une excuse. Attention, c'est pas une excuse. Ta responsabilité à toi aujourd'hui en tant qu'adulte de cet enfant intérieur, c'est de la rassurer. C'est de lui montrer qu'aujourd'hui, tu as tout ce qui est en ton pouvoir et dans tes ressources pour atteindre ce qu'elle n'a pas réussi à atteindre au moment où elle le cherchait. Et tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui pour lui apporter à elle et à toi. Et donc, il y a une notion de responsabilité là-dedans que moi j'adore et qui est très puissante. Quand tu comprends qu'il y a une responsabilité envers cet enfant intérieur, que tu dois aller rassurer, épauler, et qu'il y a un peu cette douceur aussi que tu as à l'intérieur de toi. Hein. C'est un enfant. Pourquoi on dit un enfant? Parce qu'il y a cette douceur-là. Et parce que il y a cette notion de, il n'y a pas d'armure en fait autour de l'enfant intérieur. Il est directement accessible et directement possible d'être blessé. Donc c'est pour ça qu'on parle d'enfant. C'est parce qu'il a été créé à l'enfance et qu'encore une fois, il est toujours enfant et il n'a pas été protégé depuis ce moment-là. Donc à toi, en tant qu'adulte aujourd'hui, de le protéger, de le rassurer, d'en prendre soin, mais avant de faire tout ça, de l'écouter. Ouais, ouais, je suis tellement d'accord avec toi. La première étape, c'est écouter son enfant intérieur
parce que, enfin, même écouter notre corps. Parce qu'en fait, ça me fait penser à écouter notre corps. On a tendance à oublier notre corps et ça me fait penser à écouter son corps au cycle menstruel. On n'apprend pas à écouter son cycle menstruel pour les femmes parce que forcément, en fonction des phases du cycle, nous on est cyclique, les femmes, on n'est pas comme un homme. Donc on est comme les saisons en fait. Donc on a des moments où on a des pics d'énergie, des moments où on n'en a pas. Et en fait, je pense que c'est aussi encore une fois la méconnaissance de soi, de pas s'écouter, de pas, enfin, alors que, enfin, comment dire, si t'as tes règles, que t'es fatigué, etc., et que tu vas faire, je sais pas, un 20 kilomètres. Bon, bien sûr, on peut faire un 20 kilomètres. Il y a des femmes qui le font, qui s'en portent très bien, ça c'est vrai, mais il y en a d'autres où, bah, elles s'écoutent pas. Et je pense que, à la rigueur, décider en conscience. Une fois que tu t'es écouté et que tu sais que, par exemple, que t'es capable de faire ce marathon, parce que je sais pas, tu dois faire un marathon, que sais-je, et tu dois t'entraîner. Bah là, on va dire, c'est plus pas de la motivation, mais de la discipline que tu vas t'imposer parce que c'est ton rythme de vie et t'es en phase avec ça et t'es complètement aligné. Donc aucun souci là-dessus. Mais si c'est pas ton rythme de vie, si c'est pas ton alignement, bah va pas t'imposer ce genre de choses, je pense. Ouais, c'est hyper intéressant. Je parlais avec une nana qui est justement coach sportive et qui est très axée sur le cycle et qui me disait qu'en fait le cycle est très souvent pris en compte dans les entraînements, mais pas pour les grands moments de compétition, parce qu'en fait à ces moments-là, tu penses même plus à ton cycle. Ton cycle c'est un des ouais, je sais pas, un des 1000 trucs qui peut se passer, en tout cas qui peuvent avoir un impact, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de réussir à ce moment-là. C'est vraiment comment j'arrive à atteindre le maximum de mes capacités, etc. Et par contre, en entraînement, elle utilise énormément le cycle. Elle utilise énormément la fonctionnalité de à quel moment j'ai le plus la possibilité d'être créative et de savoir comment je peux aller chercher autre chose, à quel moment est-ce que j'ai carrément plein d'énergie pour aller chercher un record encore et pour aller continuer de pousser, et à quel moment est-ce que je peux me relaxer un peu, passer sur des choses qui sont un petit peu moins dures pour mon corps, pour justement pas se blesser, etc. Donc c'était hyper passionnant d'avoir de se rendre compte qu'en fait au moment de la compétition, c'était le cadet des soucis quoi. Le cycle c'est vraiment rien du tout. Alors que dans l'entraînement, oui là c'est hyper intéressant. Tu vois. Waouh, trop intéressant. Bah, ce serait hyper passionnant de discuter de ce sujet-là aussi au micro de Matrimoine Féministe, en plus en profondeur, parce que là, on l'a que effleuré, et c'est vrai qu'il y a tellement de sujets passionnants. Et bah, du coup, notre conversation avance, l'heure tourne, le temps passe très vite, et je suis très contente de cet échange, bah, comme ceux que j'ai avec Matrimoine Féministe, c'est sûr. Mais du coup, là, on est obligé de se rediriger doucement vers la conclusion de l'épisode. Parce que on a encore des dernières questions avant de clôturer tout ça. Bon, ceux qui nous écoutent de façon régulière, hein, celles et ceux, bah, savent quelles questions je vais poser. Du coup, là, qu'est-ce que tu dirais pour le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit? J'adore. Alors le mot de la fin sur l'ambition féminine, déjà j'aimerais vous dire d'en parler. N'hésitez pas à en parler. J'aimerais vous dire de montrer des rôles modèles, mettez-les en avant à différents niveaux. Euh, Montrez-les parce que l'invisibilité des femmes, elle est présente. Il y a eu, voilà, il y a eu le mouvement No More Matildas aussi, qui était voilà, pas mal mis en avant il y a quelques années et qui, ben, malheureusement, est un peu invisibilisé encore aujourd'hui. Mais donc, montrez les femmes, mettez-les en avant. Euh, et puis, faites un travail profond et inconscient sur tout ce qui est des blocages de la société. C'est hyper important parce que euh, et le mot de la fin, c'est l'ambition n'est pas tabou. C'est un très beau mot, mais j'avoue que je veux juste rajouter, encore une fois, féministe éducative. Est-ce que tu peux nous définir ce que ça veut dire, Mathilda? C'était une femme scientifique qui avait travaillé sur justement cette notion d'invisibilité des femmes. Euh, je ne saurais pas te dire exactement qui elle était, mais en fait, ils ont repris son nom pour le mouvement. C'est un mouvement qui était espagnol et qui voulait parler de l'invisibilité des femmes, justement, dans la science. Parce qu'en fait, on se rend compte que les premières femmes qu'on connaît de la science sont arrivées très, très tard, alors qu'en fait, il y en avait plein avant, mais qui ont été invisibilisées. Oui, malheureusement, c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a tellement de femmes de tout secteur qui ont été invisibilisées. Et il faut leur redonner toute cette lumière qu'elles n'ont pas pu avoir. Et du coup, bah, toi, qui c'est que tu aimerais mettre en lumière dans tes rôles modèles? Dans mes rôles modèles, c'est ma mère, la première, qui a toujours eu des idées magiques, qui a toujours été hyper pionnière sur ses idées, mais qui a très rarement pu les mettre, les faire sortir et les mettre en lumière, justement. Et elle m'a tellement
elle m'a tellement inspirée toute mon enfance. Parce qu'en fait, elle a jamais lâché l'entrepreneuriat, elle a toujours essayé de se relancer et de tester d'autres choses. Elle est d'ailleurs encore en train de tester quelque chose de nouveau. Donc la fameuse croyance limitante de il est trop tard parce que je suis trop vieille pour lancer quelque chose, elle prouve par A plus B que c'est pas le cas. Donc ouais, la première serait ma mère et après je dirais que c'est les CEO, les PDG des grosses entreprises, des entreprises de CAC 40. Il n'y en a que deux sur les 40 entreprises de CAC 40. Donc, chez Engie, ah non, il y en a peut-être trois. Chez Engie, chez Orange et chez Veolia. Ces trois femmes-là sont incroyables et je pense qu'elles doivent se mettre en avant. On doit les mettre en avant. On doit parler d'elles. On doit parler du fait qu'elles sont pas assez et qu'elles sont que trois. Et j'ai parlé là dans un des contenus récemment, j'ai parlé d'Éléonore Crespo, qui est la PDG de Pigment, qui est une des Next 40. Et pareil, sur les 40 entreprises, il n'y en a qu'une seule depuis 2023. Ça fait un an. Ça serait intéressant qu'il y en ait plus, s'il vous plaît. Parce que oui, elle m'inspire pas parce que j'ai envie de devenir PDG des grosses boîtes. C'est pas quelque chose qui m'inspire et enfin, que j'ai envie de faire. Par contre, elle m'inspire de briser les codes, en fait. Je veux les accompagner à briser les codes à ma façon, mais bravo à elle parce qu'elle brise les codes et ça me fait du bien de voir ces femmes-là à ces postes-là. Oui, moi aussi, ça me fait du bien de voir ces femmes-là, ces postes-là, parce que ça montre que c'est possible, ça inspire, ça donne confiance. Une petite fille a pas plus, enfin, ou même une jeune fille, une femme, en voyant une femme qui a réussi, tu peux dire bah moi aussi je peux finalement. Alors que si tu vois personne, c'est ce qu'on disait à un moment dans l'épisode, bah tu vas te dire bah non, tu vas t'auto-sabater, tu vas dire bah non, c'est pas fait pour moi, syndrome de l'imposteur, il va sortir fois 1000 parce que tu te dis bah je suis la seule à arriver à ce poste-là. Donc ça veut dire que c'est pas fait pour les femmes, alors que c'est faux. C'est juste que voilà, malheureusement dans toute la chronologie de l'histoire, on a empêché aux femmes de prendre leur place, et du coup là il faut apprendre à la prendre, tout simplement. Enfin tout simplement, c'est pas simple hein, mais Drop the mic. Bravo. Exactement. Aligné. trop bien, sont très alignés pendant cet épisode, c'est beau. Dans mes autres dernières questions, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Alors, j'en ai prénoté 3. La première, c'est le podcast de Laura Le Sueur sur les Gen Ladies. Évidemment, quand on parle d'ambition féminine, il faut absolument parler de Laura Le Sueur. C'est hyper important. Je pense que c'est une femme qui est incroyable, et tout autant incroyable qu'elle. Le deuxième, c'est En finir avec la rivalité féminine. C'est de Anne Montarlot et Elisabeth Kadosh. C'est vraiment un livre qui est passionnant parce que justement, il nous explique d'où vient la rivalité féminine et il nous pousse à travailler sur la sororité. Plus de femmes doivent lire ce livre. C'est hyper important parce que on ne se rend pas compte à quel point on a des biais par rapport à cette rivalité-là et à quel point ça nous empêche d'avoir l'ambition qu'on souhaite. Et j'ai mis aussi le livre qui a changé ma vie, Tu vas tout déchirer, You're a Badass, en anglais, de Jen Sincero. Qui est une nana qui parle voilà de manière très franco, voilà, elle a des mots un petit peu voilà argot on va dire dans son livre et moi c'est ce que j'ai apprécié. Elle a souhaité rendre accessible le développement personnel. C'est le livre qui a changé ma vie parce que c'est le livre qui a parlé pour la première fois de la loi de l'attraction, qui a parlé pour moi vraiment de cette idée qu'il y a quelque chose de supérieur et de sortir de cette fameuse discipline où tu es la seule face au monde. Là en fait elle t'invite à t'imaginer comme si quelqu'un était toujours avec toi, que quelque chose faisait que ta vie était toujours positive et que même quelque chose d'hyper négatif était finalement fait par rapport à un fait positif qui va arriver après. Et ça a vraiment bouleversé ma vie. C'est ce qui m'a poussée à me dire que peut-être que je pouvais sortir du salariat et vraiment créer quelque chose. Et voilà, je vous invite à vraiment toutes lire ce livre, Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Ouais, tu me l'as très bien vendu, j'ai très envie de le lire moi aussi. Surtout que Et comme je... ça, tu vas tout déchirer. Voilà ce que je voulais dire, tu m'as ôté les mots de la bouche. Énorme. Donc bah, merci pour ces ressources. De toute façon, je mettrai toutes les ressources où te suivre en description. Ici, la fin d'épisode, j'ai mal à parler. Du coup, là, dans les 2 dernières questions, que signifie pour toi le terme féminisme? Ouais, question hyper difficile. Parce qu'en fait, il a pris tellement de tournures différentes, ce mot, sur les dernières années.
Mais du coup, je dirais que pour moi, aujourd'hui, c'est la mise en avant des problématiques que vivent les femmes au quotidien, hem, mais que j'aimerais j'aimerais qu'il signifie plutôt, l'idée d'un monde plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Là où c'est vrai qu'on met beaucoup plus en avant, ouais, les problématiques, les difficultés, et moins les solutions à mon sens. Et encore une fois, je suis tellement alignée avec toi. C'est justement pour ça que Matrimoine Féministe existe, pour donner des rôles modèles, pour montrer des solutions, pour montrer qu'il est possible d'agir à son échelle et que t'as pas besoin d'être forcément une Marie Curie ou une Simone Veil, même s'il en faut, hein, ça c'est sûr, mais il faut pouvoir que toutes et tous, on puisse s'identifier à des femmes incroyables par leur parcours, par qui elles sont, partout en fait, on est plein de femmes incroyables et c'est pour ça aussi ma volonté sur Matrimoine Féministe d'interviewer des personnes pas connues. Peut-être que potentiellement un jour j'interviewerai aussi des gens connus parce que je pense que t'as pas, enfin comment dire, ta valeur ne se définit pas avec un nombre d'abonnés sur Instagram ou sur les réseaux sociaux quoi. Non, totalement. Tellement d'accord. Et justement, être rôle modèle, c'est hyper drôle d'ailleurs quand tu poses la question rôle modèle à des gens, très souvent c'est les personnes qui connaissent autour d'eux et pas les personnes qui connaissent, qui sont hyper connues. Ou alors, en effet, c'est vraiment des grandes célébrités, Oprah Winfrey, etc. Mais tu verras qu'il y a une vraie différence. Ouais non ça m'étonne pas. Bah ok, très chouette. Et du coup la dernière question c'est qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine Féministe? Alors, j'ai noté 2 personnes. Déjà, j'ai mis Jen Sincero, sait-on jamais? Jen Sincero, du coup, l'auteur du livre dont je te parlais, parce qu'elle parle énormément de money mindset aussi. Donc, dans le patrimoine, tu vois, dans la manière dont on doit gérer la notion d'argent, elle est hyper importante. Elle a écrit aussi You're a badass at making money, et tu vas tout déchirer à faire de l'argent. Et ça a aussi bouleversé la vie de millions de personnes. Elle est best-seller sur sur ces deux livres. Et la deuxième personne, un peu plus réaliste, c'est Sophie de Riche au féminin, qui est aussi Money Mindset Coach, qui est incroyable, qui a changé la vie de centaines de femmes et qui montre aussi un peu une image de femmes qui peuvent parler d'argent, alors que c'est aussi hyper tabou encore aujourd'hui malheureusement. Et donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant et j'aimerais qu'elle vienne ici. Je lui écrirai un petit message en sortant de ce podcast. Oh, t'es trop mignonne, merci. Bah, c'est vrai que j'ai pas encore de coach money mindset. Après, je sais qu'on va aborder avec certaines de mes invités, par exemple tout ce qui est négociation salariale, rapport à l'argent. Mais une coach money mindset, c'est vrai que c'est peut être parfait. Ça fait vraiment une sorte de séance bottage de fesses pour aller de l'avant et bah, du coup déconstruire des croyances limitantes qu'on a pu avoir dans sa vie. Totalement. Bon, bah, du coup, c'était un échange très chouette avec toi. Du coup, merci aux personnes qui nous écoutent d'être restées jusqu'au bout. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao, ciao! Merci Estelle, gros bisous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!